trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors, les ministres sont apparemment bien traités parce qu'ils n'ont jamais annoncé une grève. Les parlementaires aussi sont bien traités parce qu'ils n'ont jamais annoncé une grève. Mais les juges qui ont qualité de dire le droit et de trancher les différends entre nous, il a à peine combien? Je ne nie pas que Mouzut, je ne dis pas que Mouzut n'a pas augmenté le salaire des fonctionnaires. Il l'a fait 3 fois. Oui, c'est positif. On a l'impression que Mouzit a été le seul Premier ministre pour vous. Vous n'arrêtez pas de citer le nom de Mouzit. Non, parce que nous sommes dans les faits qui nécessitent l'éclaircissement. Je sais que le Premier ministre Matata a eu la chance de mobiliser beaucoup de recettes. Mais à ma connaissance, il n'a pas augmenté le salaire des fonctionnaires. Il a régularisé ses salaires. Comment? Il y a entre augmentation et régularisation. Quand on augmente votre salaire que vous ne le percevez jamais, à quoi bon? Non, moi je crois que l'augmentation du salaire a pour finalité d'augmenter le pouvoir d'achat aux salariés. Mais si vous régularisez le salaire et que vous ne donnez pas aux salariés le pouvoir d'achat dans les marchés, vous n'avez rien fait. C'est ça la question. Ça sera un autre débat. Non, je suis en train plutôt de poursuivre les salaires des magistrats. Les magistrats reçoivent combien? Lui, pour dire le droit, il reçoit combien? Et s'il n'est pas bien traité, n'est-ce pas, on le met dans les conditions de mendicité? Et si la justice ne fonctionne pas, est-ce que le pays peut fonctionner? Les policiers, ils reçoivent combien? Les militaires, lui, reçoivent combien? Les médecins, lui, reçoivent combien? Je ne pense pas que les sociales, c'est faire des dons aux gens. Les sociales, c'est aussi bien payer les fonctionnaires pour qu'à travers leur salaire, ils vivent. Et régulariser leurs dûs. Justement, vous dites, vous avez bancarisé, c'est une bonne chose. On ne peut pas diaboliser la paie par banque. On nous a dit qu'il y aurait des bonus parce que les comptables détournaient de l'argent. Mais ces bonus, c'est un où? C'est un processus. Mais madame, en bancarisant quelqu'un et que vous n'avez pas créé des liens avec la banque qui lui permettent d'emprunter l'argent ou de faire des transactions bancaires, vous n'avez rien fait. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que tout est un processus, même la vie est un processus. Alors nous retenons le paiement, l'augmentation de salaire de fonctionnaires de l'État et des policiers. Nous retenons également quoi encore pour le social concret? Madame, avant de répondre à cette question, je voudrais préciser. Le régime actuel n'est pas le responsable numéro 1 du trou dans lequel nous sommes. Ce serait être inconscient et malhonnête. On est bien d'accord. Mais ce régime a aussi une part de responsabilité. Non seulement en disant qu'il n'a rien fait, je ne dis pas qu'il n'a rien fait, mais le régime ici aurait mieux fait pour essayer de pallier aussi au trou profond laissé par Mobutu. Voilà c'est dans ce sens-là que nous faisons l'analyse. Le rôle de l'opposition, être un garde-fou pour le pouvoir en place. De toutes les façons, l'opposition n'a pas que la mission de critiquer. L'opposition a aussi l'obligation d'accepter les aspects positifs du gouvernement et d'en proposer les contre-propositions. Donc nous ne ferons pas cette opposition-là de la haine. Le pouvoir se démène, mais pas à la hauteur voulue, alors que ce pouvoir devait avoir les possibilités de résoudre les problèmes de salaire des fonctionnaires. Ne fût-ce que cela, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Les bourses d'études aujourd'hui, il faut combien d'années au pouvoir pour que nous puissions résoudre ces problèmes? Le sort des journalistes aujourd'hui de la presse congolaise, pour que nous puissions entamer ça, il faut combien de temps? Si on nous dit que c'est un processus. Mais pourquoi ce processus ne concerne pas les salaires des députés? Pourquoi ce processus ne concerne pas les salaires des ministres? Pourquoi dans un pays on dit Maman Zolamba, Tozela Tokolia, mais on dit déjà Nano Biloko Belité? C'est ça le problème. Si c'est un processus, mais qu'il soit commun pour tout le monde. Mais comment parler du processus alors que les uns se retrouvent mieux et les autres n'ont rien? Voilà. Mobutu, qui n'a jamais atteint un budget d'1 milliard, jusqu'aux années 70, donnait les bourses d'études. Les directeurs d'école, parce que mon père était directeur, étaient incapables d'acheter une Vespa ou une moto. Voilà. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation des salaires, aujourd'hui, avec la croissance à 8 chiffres, qu'est-ce qu'ils croient parce que les salaires des maires sont les mêmes? D'accord. Qu'est-ce qu'ils croient parce qu'on ne produit pas, on n'exporte pas? D'accord. On comprend d'après vous, la question était celle de savoir est-ce que la constitution d'un nouveau gouvernement est prioritaire ou la révision
révision constitutionnelle était prioritaire? Ça, c'est votre question à la réponse. Non, la réponse à la question. La réponse, c'est que... Puisque nous voulons passer à une autre question. Le président de la République est le garant de la morale politique et publique. Oui. Et il y a le principe du respect à la parole donnée. Il a annoncé depuis le 23 octobre la tenue ou l'arrivée imminente d'un gouvernement de cohésion nationale. Et selon le chef de l'État, dans la page 13 de ce discours, ce gouvernement devait intervenir avant la fin de l'année 2013. Donc, 12 mois après, on ne peut pas dire que ce n'est pas urgent ce gouvernement. C'est ce qui est précisé dans le discours avant la fin de l'année 2013. Je peux vous lire. On n'a pas su. Non, madame, s'il vous plaît, je vais faire ça rapidement pour que les gens découvrent qu'on n'a pas l'intention de mentir au nom du chef de l'État. Dans le discours est là, je lis rapidement. Dans ces cas, je voudrais encore une fois, de plus, vous rassurer que j'ai fait mienne les recommandations issues des concertations nationales. À cet effet, j'engage le gouvernement de cohésion nationale à bien les exploiter afin d'enrichir d'ici à la fin de l'année les programmes économiques en cours. Donc, d'après le chef de l'État, ce gouvernement devait avoir lieu avant 2013. Il est urgent, mais ce n'est pas la nouveauté. Les Congolais ont connu beaucoup de gouvernements. On dit aussi mieux vaut tard que jamais. Hein? Oui, justement, mieux vaut tard que jamais. Mais quelle est la priorité de ces gouvernements? Est-ce que c'est le fait de voir que les femmes et les hommes apparaissent au gouvernement? Non. C'est seulement dire, comme M. Kabila lui-même a dit, que la préoccupation d'une recommandation, c'est sa pratique. Mais pour y arriver, il a dit dans ce discours que nous devons changer des mentalités, des méthodes et des comportements dans la gestion. C'est que le premier préalable, c'est le problème d'homme. Le deuxième préalable, c'est le problème de culture. Le troisième préalable, c'est le problème d'organisation. Parce que nous avons connu autant de gouvernements, mais nous nous sommes retrouvés avec nos femmes et nos enfants, mais le peuple reste toujours dans les conditions inchangées. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est quel type d'homme? Femme, homme, mâle ou masculin, je ne sais pas, homme ou féminin, homme ou masculin. Deux, la convergence idéologique. Nous étions de l'opposition, vous étiez de la majorité. Maintenant que nous disons nous devons travailler ensemble, est-ce que nous avons réconcilié nos cœurs? Si là nous continuerons nos adversités, est-ce que le peuple va se retrouver? Troisième chose, mais compétence. Mais est-ce que la compétence suffit en politique? Vous êtes licencié en sciences politiques, vous êtes licencié en droit, mais si vous n'avez pas la moralité, ça va produire quoi? Nous avons connu beaucoup de professeurs d'université, beaucoup de licenciés, beaucoup de gens de la diaspora, mais nous n'avons pas agi avec cœur en faveur de notre population. Que ceux qui vont devenir membres de ces gouvernements puissent se dire c'est une charge, c'est pas un privilège. Que ceux qui vont devenir membres de ce gouvernement puissent dire nous sommes des ouvriers, nous voulons innover en faveur de notre population et non, voilà Tolongi. On ne gagne pas quand on devient ministre, au contraire on perd parce qu'on se met au service des autres. D'accord. Alors pensez-vous qu'une probable révision constitutionnelle serait effective ou bien accueillie si elle ne touche pas au nombre de mandats présidentiels? Madame, je voudrais dire à la classe politique congolaise et même la classe sociale que tout est débattable. Je voudrais aussi apprécier les gens de la majorité, ce serait un étonnement pour les autres, parce qu'ils soulèvent les débats. Le professeur Bouchab a déposé un livre entre l'inanition et la révision de la Constitution. Je viens de lire un autre membre de la majorité qui vient d'écrire là un autre livre, les plaidoyers pour la 4e République au Congo. Qu'on ne condamne pas la liberté de penser, mais qu'on ne se cantonne pas dans sa position. Il faut que le débat soit bien posé. Et là, je pose le point de vue de ceux qui pensent que tout est débattable. Et qu'est-ce que je veux dire, madame? Les gens n'ont pas encore soulevé dans ce pays, les gens de la majorité n'ont pas encore soulevé ni les débats de la révision, ni les débats de la rédaction de la nouvelle constitution. Comment? Il ne suffit pas de nous dire nous voulons la révision de la constitution. Il ne suffit pas non plus de dire nous ne voulons pas le débat de la révision de la constitution. Je crois qu'il faut être clair. Mais pas la bisou balobaka. Bon, excusez-moi, j'ai pris les lingala directement sans votre autorisation. Madame Pata. Et l'autre président a quatre sac bateka kangote. Si les gens de la majorité parlent de la révision, ils doivent nous dire clairement, ils veulent réviser quelles dispositions, où est le projet de la révision de ces dispositions et pourquoi ils veulent réviser ces dispositions. Et les gens de l'opposition doivent dire, nous ne voulons pas réviser ces dispositions, voici notre projet de non-révision de ces dispositions et ensemble dans un débat citoyen républicain, nous nous accordons
pour que le Congo gagne. Je condamne tous ceux qui disent qu'on ne peut pas toucher à la Constitution parce que la Constitution se touche d'elle-même. Article 218. Je condamne aussi ceux qui pensent qu'ils peuvent toucher aux dispositions verrouillées de la Constitution sans nous proposer d'avance les projets de révision, les matières concernées. Sinon, ça devient un débat anormal. Alors que nous sommes des citoyens, nous pouvons échanger. Plus précisément, nous tous qui avons été aux concertations, nous avons accepté la révision de la Constitution pour plusieurs matières, notamment l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Deuxièmement, le retour au deuxième tour des élections présidentielles. Alors quand je vois quelqu'un qui est aux concertations dire « ne touche pas ma constitution », d'abord il n'est pas légaliste parce que la constitution se révise d'elle-même. Vous ne pouvez pas dire « vous êtes légaliste, républicain » et vous ne pouvez pas accepter le débat sur la révision de la constitution. Vous ne pouvez pas non plus dire « vous aimez que le président de la Kabila soit, Joseph Kabila soit le président de la République et que vous voulez faire un coup d'État contre la constitution qui lui donne la légalité et la légitimité. Ça n'a pas de sens. D'accord, on va parler d'autre chose. Oui, madame. Parce qu'il nous reste plus que 10 minutes, on doit gérer ça. L'actualité, c'est aussi la réapparition de la fièvre hémorragique Ebola qu'on a constatée à Djera, dans le territoire de Boendé, dans la province de l'Équateur. Alors, depuis ce constat, on a déploré déjà plus de 30 décès par rapport à cette fièvre hémorragique. Alors, le ministre de la Santé publique a lancé un appel pour mobiliser les fonds. On constate que les bailleurs et autres partenaires ne sont pas sensibilisés jusque-là. Alors ne craignez-vous pas que cette fièvre hémorragique Ebola soit propagée à travers la nation? Madame, je ne veux pas d'abord politiser les débats sur la santé de mes frères. Parce que moi en politique, mon patron s'appelle le peuple congolais. Okay. Tata Mokonzi Ekolo, c'est le peuple congolais. Lorsqu'il s'agit de la mort de mes frères, de la souffrance de mes frères, je dois approuver tous les efforts positifs du gouvernement pour trouver des réponses aux problèmes des autres mois. Parce que Kimpangi, Umpangi, ça veut dire un autre mois. Okay. Ce qui tombe là-bas, ce qui souffre là-bas, ce sont les autres Fumutoto, ce sont les autres vous, ce sont les autres nous-mêmes. Nous, peuple congolais, nous sommes indivisibles. Je loue toutes les initiatives, des privés, des publics, de la communauté internationale qui peuvent nous aider à faire face à cette situation désagréable. Mais ce qui m'étonne, c'est que malgré que l'article 8 de la loi portant statut de l'opposition dit que l'opposition a le droit d'être informée de l'action de l'exécutif pour critiquer et informer des contre-propositions, le régime en place ne respecte pas l'opposition en République démocratique du Congo. Ils ne nous disent pas, ils ne nous donnent pas les informations sur leur programme d'action pour mettre fin à ce système. Mais nous, comme nous ne sommes pas informés, nous ne pouvons pas non plus applaudir ce que nous ne connaissons pas. Donc, par rapport à la maladie de nos frères, il n'y a pas de débat. Nous soutenons tout ce qui est fait. Mais nous critiquons la politique du gouvernement pour mettre fin à cette épidémie. Comment ? Madame, chaque fois qu'il y a la communauté internationale qui nous oriente sur certaines questions, le gouvernement lève les épaules pour dire nous sommes un État souverain et que nous ne voulons pas les dictats. Ce qui est une bonne chose parce que je ne soutiens pas le fait que nous puissions la possibilité de vider les fonds de notre souveraineté au profit des dictats de l'étranger. Là, je suis d'accord. Mais chaque fois que ce gouvernement a des difficultés, elle demande l'aide de la communauté internationale. Or, vous savez que la main qui donne a toujours un retour qui l'attend. Donc, ce n'est pas bon pour des petites choses comme Ebola, nous puissions toujours tendre la main à l'extérieur, alors que cet extérieur, quand elle donne, elle a toujours le retour qui l'attend et son retour n'a jamais été le même entendement que nous, d'une part. De l'autre part, nous sommes dans un état de 54 ans sans classe moyenne. Il n'y a que les hyper riches et nous les hyper pauvres. Lorsque le gouvernement lance l'appel aussi à l'opinion internationale et aussi aux Congolais pour contribuer. Mais le gouvernement a brimé l'initiative privée. Aujourd'hui, on ne paye pas la dette intérieure. Ces Congolais-là qui souffrent. On préfère continuer chaque jour à payer la dette extérieure, ce qui n'est pas mauvaise chose. Mais pourquoi ne pas équilibrer aussi en payant la dette intérieure qui peut permettre aux Congolais de faire circuler l'argent ici? Parce que vous savez, l'économie politique, c'est comme les eaux de la piscine. Si vous enlevez l'eau de la piscine, 3 cantines, 5 cantines, vous devez remplacer.
Sinon, la piscine n'a pas d'autres moyens de ressourcement en eau. Okay. Alors, lorsque on paie la dette extérieure, on fait sortir de l'argent du circuit national. Mais lorsqu'on paie la dette intérieure, l'argent circule dans le circuit économique national. Le gouvernement ne le fait pas. Bon, aujourd'hui, quand le gouvernement nous demande, à nous les pauvres, qui l'a appauvri, bien sûr, de contribuer. Nous allons contribuer avec nos poches vides, trouées ou comment? Non. Que le chef de l'État et son gouvernement demandent aux gens de la majorité qui se sont appropriés de tous les moyens du peuple congolais, à eux aussi de sortir l'argent pour traiter nos frères. D'accord. Ce sera logique. D'accord, d'accord. Autre chose, c'est aussi la mort du général Jean-Lucien Baoumba, qui est mort récemment. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Je pleure avec le peuple congolais parce qu'il n'est pas qu'une valeur d'une famille. Je ne peux pas consoler sa famille comme si le peuple congolais n'est pas en deuil. Je console aussi les étrangers qui aiment le Congo et qui n'ont pas souhaité sa disparition. Mais je déplore les conditions dans lesquelles il est décédé. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Mamadou Ndala et lui... Et le fait que la voix de son voix réclame une autopsie pour éclairer la situation. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure des choses à faire, même pour une mort naturelle, parce que nous savons tous que le général avait été atteint d'une crise cardiovasculaire. Est-ce que même pour cette mort naturelle, il faut politiser l'affaire? Madame, il faut savoir qu'il y a une manière polie d'annoncer le décès des hommes d'État et les hommes de grande nature. Vous avez jamais entendu directement et facilement annoncer qu'un homme d'État était empoisonné? Et ceux qui ont constaté cet arrêt cardiaque sur place pendant que cela s'est effectué? De toutes les façons, comme c'est un être cher pour nous, peu importe les conditions normales dans lesquelles il est décédé, nous voulons une clarification. Nous ne voulons pas à tout prix dire qu'on l'a empoisonné, qu'on l'a tué. Mais ce qui est regrettable, c'est que ce sont ces deux figures de proue, lui et son adjoint Mamadou Ndala, qui ont délogé ces étrangers de chez nous, et ce sont les mêmes qui ont connu les morts dans les mêmes conditions. Mamadou, on a dit que c'est une lance-roquette qu'il a attaqué, alors que nous sommes modernes. La lance-roquette ne peut pas terminer sa course dans une Jeep. Ok, alors... L'enquête sur Mamadou, nous ne sommes pas encore clarifiés, nous ne sommes pas encore édifiés. Et maintenant, l'enquête sur Tchébeya, où il y a eu autopsie, nous ne sommes pas encore édifiés. Et maintenant, l'enquête sur lui, ça viendra comment? Donc le problème, ce ne sont pas les enquêtes, notre cœur, nous opposants, nous société civile, nous majorité, nous sommes mauvais. Tous, nous sommes responsables de la destruction de notre pays. Tous nous sommes mauvais, mais seulement nous ne sommes pas condamnés pour toujours à l'imperfection. D'accord, d'accord. Alors on est pratiquement à la fin. Si la question ne fâche pas, on veut savoir quelles sont vos relations actuellement avec Nemwanda Semi. Mes relations avec Nemwanda Semi sur le plan spirituel, c'est qu'il se prétend être le Longi promis par Papa Simon Kimbangu, Umbuta Kimbangu. Et moi, je suis le prince divin promis par les mêmes prophètes. Lui, il devait écrire la négritude au Bisso. Et moi, je devais amener le pouvoir spirituel, scientifique et politique en termes de courant de pensée. Voilà les conflits, s'il peut exister, c'est un bon conflit. Mais ce que je déplore dans mon aîné, c'est qu'il a fait des campagnes de déstabilisation de son propre jeune frère qui est Fumutot, en disant que non, les Occidentaux m'ont donné des moyens pour les déstabiliser. Il a même indiqué mes voyages en Belgique, alors que ces 2 dernières années, je ne suis jamais sorti du Congo. Il a même démontré que moi je suis Moutetela de la tribu de Lumumba, alors que bien sûr, moi je suis du Sankou Kassa oriental, mais je suis Kela, du territoire de Lomela, je n'ai jamais été Tétela. Je me pose la question de savoir, lui il a des contacts avec les extraterrestres, mais pourquoi l'ont-ils induit en erreur en disant le contraire sur ma nationalité, ma tribu et mon existence? Il me taxe de Lumumbiste, alors que moi je ne soutiens pas seulement les idées de Lumumba, je soutiens aussi les idées de Kasavubu, je soutiens les aspects positifs de Mobutu, de Joseph Kabila, de Mouzé et consorts. Moi je suis de la 3e voie, ce qui est bon, que ça vienne de mon cas ou pas. Je ne suis pas tendancieux et je ne le serai jamais. Voilà la différence entre moi et lui. Mais c'est mon aîné, quand il a tout fait ça, il a distribué le 6 janvier 2014 des dépliants à l'Assemblée nationale contre Fumutot. Il m'a menacé que je dois rencontrer tous les Bakongos qui vont, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. Mais moi, ma mère est Mukongo, ma femme est Mukongo, je n'ai pas de problème avec le peuple Congo. Moi-même, je suis en grande partie Mukongo. Donc c'est mon aîné. La loi portant statut de l'opposition n'indique pas les débats entre les opposants, la haine entre les opposants. C'est mon aîné
j'ai du respect envers lui, je continue à le respecter parce qu'il est plus âgé que moi et qu'il a commencé la lutte avant moi. Tout ce que je souhaite, c'est l'unité dans l'opposition et pourquoi pas avec la majorité. Je ne veux pas ouvrir des brèches avec mon aîné. Tu vois, dans les journaux, il a même écrit les réquisitoires de Némoine Assemi contre Fumuto. Je n'ai jamais répondu. Parce qu'à ce stade, si nous, au niveau de l'opposition, nous devons encore nous entredéchirer, alors que nous cherchons la cohésion avec la majorité, donc c'est pas logique. D'accord. Tobo Sanaragawan. Ok. Merci. Monsieur Fumutoto, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation pour le compte de cette émission. Je rappelle que vous êtes président de l'ADONI, qui est la dynamique de l'opposition non institutionnelle. Vous êtes également initiateur de la 3e loi que vous avez eu le temps d'expliquer ici sur ce plateau. Merci à vous aussi d'avoir été des nôtres durant 45 minutes pour suivre cette émission, mais vous pouvez également la revoir demain à 7h15, mais également le jeudi à 23h. Le prochain rendez-vous est fixé le mardi à 20h30. D'ici là, prenez bien soin de vous.